Bonjour à tous et bienvenue sur BLM Studio, le podcast où on bat le moteur. Ici, on parle avec le cœur et on parle vrai. Aujourd'hui, nous sommes avec une personne que je respecte beaucoup, un basketteur, mais surtout un homme avec une histoire. Nous allons parler de son parcours, de la pression qu'il a pu subir et de ce que c'est que de ne pas grandir dans un schéma classique. Bienvenue dans cet épisode. Willis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous, moi c'est Willis Castar, j'ai 30 ans, je suis originaire de banlieue parisienne, à Orly précisément dans le 94, 9-4. dans le 9-4, et puis voilà, hein. D'accord. Donc, tu viens d'Orly, la terre des champions. Exactement. Et d'après une certaine musique, le 9-4, c'est le Barça. Donc, Exactement. Faut les citer les références. Et tu as grandi avec qui dans le 9-4 là-bas? Ah, ouais. J'ai grandi avec ma mère, principalement avec ma mère, après j'ai un grand frère, D'accord. une petite sœur et un petit frère. Ok. Donc on est quatre enfants et avec ma mère. D'accord. Et quand tu repenses à ton enfance, c'est quoi les premiers souvenirs qui te reviennent? Ouais, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Déjà, avec mon grand frère, on est très fusionnel, donc il y a beaucoup de souvenirs en commun. Tic et tac. Ah ouais, clairement. Déjà, je serai obligé de le citer par rapport à ça. Après, il y a beaucoup de souvenirs dans le sens où, en fait, avant, quand on était petit, c'était beaucoup, on descendait pour aller au quartier. Et si tu veux, on restait dehors jusqu'à pas d'heure. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseau, de ci ou ça. On prêtait vraiment pas du tout attention à ça. Et c'était beaucoup, on jouait dehors, etc. On traînait dehors, on se posait avec des potes. Et même à un moment donné, tellement on aimait trop rester dehors, on allait dans la ligne de bus avec des potes à moi et on faisait tous les trajets jusqu'au terminus et on revenait, etc. Donc voilà, plein de petits souvenirs comme ça. Et j'ai aussi des souvenirs où je traînais dans le gymnase. Je traînais dans le gymnase jusqu'à pas d'heure. Des fois, c'était même pas mon entraînement. J'étais dans le gymnase, je regardais. Donc vraiment, plein de bons souvenirs et des choses qui, au jour d'aujourd'hui, ça me manque quand même. D'accord. Donc, ça veut dire que tu n'es pas de la génération smartphone, réseaux Non, sociaux, tout jamais. ça, quoi. Non, impossible. Carrément, je crois, c'était les claviers, les téléphones comme ça à l'ancienne, là. En disant ça, je passe pour un vieux de fou, mais Bah, t'es vieux. On est des vieux, donc. c'était la bonne époque. Franchement, c'était la bonne époque. Après, bon, là, on rentre dans une autre génération, donc forcément, toutes ces choses-là, ils prennent une autre importance, on va dire. Mais ouais, c'est tous ces souvenirs-là. Encore, j'en parlais la semaine dernière que j'aimerais retourner dans cette époque-là parce que c'était vraiment lourd. D'accord. Donc, tu dis que tu as grandi avec ta maman, Ouais. ton grand frère, avec qui tu étais vraiment très proche, et ton petit frère et ta petite sœur. C'est ça. Et quel rôle a joué ta maman dans ton Ma éducation? mère, c'était le père et la mère en même temps, hein. Le père et la mère en même temps. Elle était à la fois stricte, à la fois douce. Elle était à la fois compréhensible. Donc ouais, c'était vraiment le chef du bateau, tu vois. Hmm. Le chef du bateau. Donc non, franchement, ma mère, c'est mon bébé, comme on dit. Ok. Mais est-ce que ça vous a soudé entre frères et sœurs, le fait de grandir sans figure paternelle et juste avec votre maman? Ouais, je pense. Je pense. Je pense que c'est une obligation. Parce que quoi qu'il arrive, tu es obligé de te serrer les coudes parce que tu vois qu'il y a des choses forcément que tu n'as pas comparé entre guillemets une famille classique. Il y a le fait que, par rapport au fait que ta mère, elle fait des choses pour nous, mais au détriment de son, entre guillemets, son bonheur à elle. Par exemple, je sais que ma mère, elle enchaînait pas mal de taf. Donc, tu es obligé de te souder, tu es obligé de trouver des solutions pour l'alléger. Par exemple, je pense aux tâches ménagères et des choses comme ça. Donc ouais, non, ça nous a soudés, on était obligés. D'accord. Et je suppose que vu que vous étiez plusieurs, chacun avait son caractère. Mm. Et du coup, toi, c'était quoi ta manière à toi d'affronter les difficultés à cet âge-là, quand tu étais plus jeune? En fait, moi, il faut savoir que moi, j'avais débloqué ce truc-là. Je ne sais même pas si c'est débloqué ou si c'était vraiment dans ma personnalité, mais c'était en mode. Moi, à chaque fois, je voulais que ma mère, quand elle rentre du travail, qu'elle soit pas énervée. Mais vraiment, genre, ça veut dire que je faisais le ménage, je faisais la vaisselle, etc. pour que justement la décharger totalement par rapport à tout ça. C'est-à-dire que même moi, des fois, quand j'avais des problèmes, on va dire, j'étais tout le temps dans la recherche de solutions directement. C'est-à-dire que j'avais pas ce truc-là de me plaindre ou d'aller voir ma mère, de lui dire oui, j'ai un problème de ça, etc. Parce que je savais que ça allait lui rajouter quelque chose. Et même niveau mental, forcément, même si tu demandes quelque chose à ta mère, tu leur rajoutes quelque chose de mental. C'est-à-dire, elle se dit, oh, ok,
mon fils il m'a dit ça, donc forcément je dois faire en sorte que de répondre entre guillemets, de lui trouver des solutions. Donc non, je les ai trouvés tout seul. D'accord, donc c'est-à-dire que tu es devenu vite responsable. Vite, très vite. Vite responsable et peut-être que tu faisais le ménage, tu faisais tout bien parce que tu avais aussi peur qu'elle te mette une raclée. Waouh, après, non, elle était pas dans le truc de shérif, tu vois, c'était pas comme ça, mais c'était justement dans le truc où ouais, je voulais l'aménager le plus possible, tu vois, le plus possible. Après, quand fallait sévir, hein. Ah, ma mère, elle blaguait pas sur ça. Et entre frères et sœurs, est-ce que vous étiez soudés? Ouais, ou est-ce que c'est la guerre un peu entre vous? Non, franchement, il y a des moments où forcément c'est la guerre comme tout frère et sœur, mais ça reste c'est même pas une guerre en soi, c'est de la chamaillerie, c'est des choses que des fois, par exemple, nous on avait un truc, c'était, ma mère, elle achetait comment ça s'appelle, des pains de mie, tu sais, les pains de mie, et chaque petit déj, on comptait combien de pains de mie il restait. C'est-à-dire, s'il restait pas le nombre, c'était lui. Donc c'était que des trucs comme ça, tu vois, mais c'est des trucs. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, t'en rigoles, tu vois. Donc non, c'était pas la guerre de fou, mais Vous en parlez de tout ça des fois avec tes frères et sœurs? Ouais, plus trop maintenant, mais ouais, c'était une très bonne époque, très bonne époque. D'accord. Et à quel moment, toi, tu as compris, en étant jeune, que du coup, ton père n'était pas là? À quel moment, toi, ça t'est venu à l'esprit de te dire, bah écoute, là, je commence à réaliser qu'en fait, mon père n'est pas là, quoi? Bah franchement, c'est une archi bonne question, parce que c'est dans le sens où moi, j'ai jamais ressenti de manque. Parce qu'en fait, je sais pas, en grandissant, tu réfléchis et tu te dis, en fait, quand t'as pas connu quelque chose, bah en fait, tu sais pas que tu manques de cette chose-là. Ça veut dire que moi, j'ai grandi comme ça, et je me suis jamais dit en mode, quand j'étais petit, ouais, il me manque quelque chose, je sens que... Tu le vois par rapport au fait que, forcément, tu commences à comprendre qu'une famille, c'est ci, ça, etc. Mais non, après, j'ai jamais eu tu sais, le déclic de, ouais, à cet âge-là, il me manque quelque chose. Non, en fait, tu l'as réalisé tard parce que du coup... c'est ça, quand j'ai grandi, en fait. Ouais, Parce que... quand tu as grandi, parce que du coup, comme tu disais juste avant, ta mère t'apportait tout ce dont tu avais besoin pour pouvoir grandir et t'épanouir. Exactement. Mais ouais, j'ai jamais eu ce truc-là de, ouais, il me manque quelque chose, c'est pas normal, non, pas du tout. J'ai grandi comme ça, et c'est fait, et puis c'est ma vie elle est comme ça, et puis voilà. Ok. Et est-ce que c'est un sujet dont vous parlez facilement en famille ou pas du tout? Ou est-ce que c'était vraiment tabou? En vrai, c'est facile d'en parler, mais ça reste très bref. Ça reste très bref dans le sens où par exemple, à des repas de famille, etc., c'est jamais un sujet qui va revenir directement sur la table, tu vois. C'est des sujets dans le sens où, par exemple, quand moi je vais me mettre à parler, oui, un homme, etc., ma mère, elle va me dire, oui, c'est parce que t'as pas eu ça, etc., mais ça reste bref. Mais ça n'a jamais été... Je pense pas que c'est tabou, je pense juste que c'est le fait que moi, je veux pas en parler à ma mère parce que je pense que c'est des situations qui sont compliquées, tu vois. Ouais, en fait, tu voulais pas forcément lui en parler pour éviter de la mettre mal à l'aise. Ouais, c'est ça, clairement. Mais même, par exemple, tu vois, avec mon grand frère, on n'en parle pas spécialement, tu vois. Donc je pense que c'est resté vraiment dans la normalité. On en a fait une normalité, tu vois. Donc après, je sais pas si c'est bien ou pas, mais on en a fait une normalité. Après, si vous êtes à l'aise comme ça. Exactement. C'est quelque chose qui est propre à nous-mêmes, on va dire. D'accord. Et justement, tu me disais juste avant ça que tu n'as jamais vraiment ressenti le manque en matière de ton père parce que tu ne l'as pas connu. Donc, quand j'étais petit, tu n'as pas ressenti le manque parce que ce que tu ne connais pas, on va dire, ne te manque pas. Exactement. Donc, en grandissant, ce manque, tu l'as ressenti quand même. Ouais, de ouf. Enfin, de ouf. J'aime pas dire de ouf parce que du coup, j'ai mis une grosse importance à ça. Mais ouais, tu le ressens. Tu le ressens parce que tu te poses des questions, tu grandis. Il y a des choses que forcément, il y a des questions que tu as que forcément tu n'as pas de réponse. Et surtout que tu te formes, on va dire, en tant qu'adulte, et que forcément il y a des choses que personne pourra te répondre si c'est pas ta figure paternelle, on va dire. Mais ouais, je l'ai ressenti. Et je me suis beaucoup posé la question, comment je serais s'il serait là, tu vois. Je me suis beaucoup posé cette question-là. Et je pense qu'il y a des choses que je fais, par exemple, dans ma vie qui sont en lien avec ça, tu vois. Après, je prends pas... Comme quoi, par exemple? Comme, tu sais, mettre toujours les gens en avant moi, tu vois. Et, par exemple, de douter des fois, surtout, de tout remettre en question. Ouais. En fait, de valoriser les autres et pas forcément te valoriser toi. Ouais, c'est ça. Ou même sur un truc banal, tu vois. Sur des choses banales, dans le sens où
ou toujours me remettre en question. Bon après, je vais pas parler du sport en priorité, mais en général. En général, c'est toujours remettre en question, toujours essayer de trouver, entre guillemets, les solutions, euh, ou trouver comment on dit ça? Trouver une justification à chaque problème ou à chaque acte. Genre, bah, s'il fait ça, ça veut dire que si. Enfin, tu vois, t'es tout le temps en train de te chercher, on va dire. Et je pense que c'est sur ce côté-là où j'aurais eu beaucoup de facilité si j'aurais quelqu'un à qui parler, tu vois. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment ça l'impact que ça a eu sur toi. Ouais, après, je pense que le fait que, en ce moment, le fait qu'on est dans une époque de réseaux sociaux, tu vois, sur les réseaux, tu vois beaucoup de choses. euh, Paternité, maternité, un homme ça doit être comme ça, etc. Et récemment j'avais vu un truc, c'était grave, ça m'a grave entre guillemets remis, pas sur terre, mais dans le sens où ça m'a remis à mon questionnement que je me posais avant quand j'étais petit, tu vois. Ou quand je commençais à grandir. Et c'était Stephen Harvey, je crois, il disait, il n'y a pas un homme sur cette terre qui va vouloir que tu brilles plus que lui si c'est pas ton père. Mhm. Et il parlait à un journaliste et Steve Harvey, il a dit, je t'aime bien. Il parlait au journaliste, il a dit, je t'aime bien, mais je veux pas que tu sois meilleur que moi. Et tu sais, ça, c'est des trucs, c'est la vérité, tu vois. Ça a le mérite d'être honnête. C'est la vérité de fou, tu vois. Il a dit, je t'aime bien, mais je veux pas que tu sois meilleur que moi. Je veux être plus. Tu sais, t'es beaucoup dans un rapport de force dans le sens où lui, il fait ça, ben moi, je vais faire mieux que lui. Mais tu vois, il y a que d'après cette vidéo, en tout cas, il y a que ton père qui va vouloir que tu fasses mieux que lui. Et tu vois, ces choses-là, c'est des choses où forcément, quand tu grandis, tu te poses cette question et tu te dis, putain, c'est vrai. Et sinon, il n'y a jamais quelqu'un qui t'a dit, je suis fier de toi, tu vois. Mhm. Et le penser. Bon, ta mère, elle peut te le dire. Je dis pas que forcément ma mère, elle me l'a jamais dit. Ah Au ouais, c'est pas contraire. pareil. Mais c'est pas la même chose, tu vois. Parce que tu restes un homme, tu restes ça reste une figure paternelle. Donc, ça se trouve, lui, il a fait des choses qu'il n'a pas envie que je fasse. Mais c'est lui qui va me le dire, tu vois. Donc, vice-versa. Donc, ouais, c'est ces côtés-là, je pense, qui sont entre guillemets, qui me remettent dans le questionnement perpétuel et dans le sens où, en fait, j'aurais jamais mes réponses, en fait. Enfin, mes réponses. Tu n'auras jamais tes réponses, mais est-ce que toi, tu as envie d'avoir une réponse quelconque? Non, en vrai, je me dis que je suis comme ça, tu vois. Mhm. Je me dis que je suis comme ça, ma vie, elle est comme ça. Il y en a, c'est pire, tu vois, il y en a, c'est pire. Donc je suis pas quelqu'un qui me plaint. Je suis pas quelqu'un qui me plaint, donc je me dis, ma vie, elle est comme ça, et puis voilà, il faut essayer qu'elle soit le mieux possible, et puis voilà. Ma mère, elle m'a tout donné, donc j'ai jamais manqué de rien, elle s'est battue de fou, donc c'est ces valeurs-là qu'il faut prendre, et puis voilà. D'accord. Et c'est quoi le moment le plus difficile que tu aies pu vivre par rapport à ça? Par rapport à justement cette absence et ce manque en grandissant? Est-ce tu te souviens d'un moment précis, par exemple? En vrai, difficile, non. Je sais que j'ai plein de moments comme je dirais, quand j'étais en mode, tu sais, quand tu te retrouves chez toi tout seul, etc., forcément, il y a des questionnements que tu as. Il y a des choses où tu te dis, bah, faut pas que faut pas que je pleurniche, faut pas que je me plaigne, parce que forcément, hein, j'ai une vie qui est bien comparée à d'autres. Mais ouais, c'est quand tu retournes chez toi où tu te poses des questions, où tu es seul, où tu sais que ta mère, entre guillemets, elle est avec tes frères et sœurs et a du mal des fois à joindre les deux bouts, tu vois. Donc ouais, c'est plus ces moments-là. Et je pense que c'est le moment aussi quand t'es un peu loin de ta famille et tu peux pas te rapprocher, entre guillemets. Parce que, dans le sens, moi, je suis parti jeune de chez moi. C'est-à-dire, comme je suis parti jeune de chez moi. T'es parti à quel âge? Je suis parti à 15 ans. Je suis parti à 15 ans de chez moi, c'est-à-dire que j'ai un peu quitté ma famille à 15 ans, dans le sens où j'ai quitté ma famille pour moi, vivre mon rêve, on va dire. Donc ça veut dire que moi, je partais sur quelque chose qui était favorable plus, tu vois. Donc ça veut dire que forcément, quand tu arrives dans un truc où toi, tu vas vivre ton rêve, eux, ils sont encore au quartier, donc tu vas pas venir, entre guillemets, te plaindre ou dire oui, si ça, tu vois. Mais ouais. Mais non, il n'y a pas eu du genre de moments difficiles dans le sens où c'était dur mentalement ou quoi, non. Pas D'accord. plus qu'un autre en tout cas. Ok. Et du coup, comment tu as fait pour te construire en tant qu'homme? Après, Est-ce que tu as eu des personnes qui ont joué un rôle essentiel à ce niveau-là dans ta ouais, vie? de ouf. Ouais, de ouf. Après, moi, je suis un peu une éponge, tu vois. Je suis un peu une éponge, je prends, etc. J'essaye de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien chez une personne. Et j'essaye de trouver, entre guillemets, des choses positives à ça.
Après, je suis quelqu'un de beaucoup positif, tu vois. Beaucoup positif, mais ouais, j'ai eu des personnes. Je peux les citer, hein. J'ai eu Manuquet. Dans mon quartier, tout le monde connaît Manuquet, tu vois. Il m'a fait un free, il a Pas fait que des dans choses. ton quartier d'ailleurs. Ouais, il m'a fait un free, pour ceux qui connaissent. Mais ouais, j'ai eu ça. Après, moi, je suis beaucoup dans le. Quand j'ai un homme devant moi, on va dire, parce que tu vois, je fais du basket, et dans le basket, forcément, quand tu as un coach, c'est le chef du bateau, on va dire. Et par rapport à ça, je pense que le basket m'a beaucoup aidé, tu vois, à avoir des valeurs, des principes, etc. Quand j'avais quelqu'un, justement, qui était strict avec moi, tu sais, inconsciemment, je dis pas que je le mettais à la place de mon père, c'est pas ça du tout, hein. Mais inconsciemment, je me disais, putain, je vais tout faire pour pas le décevoir, tu vois. Et donc, c'était ce côté-là, justement, qui m'animait de fou. C'est pour ça que j'aimais trop un coach, justement, qui était strict, qui était entre guillemets, tout le temps à nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, que ce soit dans le basket ou en dehors. Mais par exemple, je suis parti en centre de formation à Évreux, tu vois. Et une personne comme Fabrice Lefrançois, bon, maintenant, qui est coach pro, etc., qui était un bon coach, un grand coach. Et cette personne, tu vois, elle m'a mis, quand j'ai quitté ma famille, je me suis retrouvé à Évreux, et il m'a pris sous son aile, tu vois. Il m'a pris sous son aile, que ça soit en dehors ou dans le basket. Il m'a beaucoup parlé, et je vais le dire, mais c'est grâce à lui que je suis là, tu vois. C'est grâce à lui que je suis là, c'est grâce à lui que je peux aider ma mère, c'est grâce à lui que je suis sorti du quartier. Donc ouais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans ce process-là, tu vois. D'accord. Mais est-ce que le fait de te retrouver dans ce genre de situation, contre ton gré, ça a créé une forme de motivation supplémentaire pour toi? Ouais, non. Pas spécialement. Non, pas spécialement, parce que comme je te dis, tu sais, j'étais pas dans un truc de revanche, tu vois. J'étais pas dans un truc, j'ai pas eu ça, mon père il m'a abandonné, vas-y, je vais lui montrer. Pas du tout. Genre, j'étais vraiment pas du tout dans ça. Moi, c'est juste, tu sais, c'est dans le sens où c'est comme si tu prends quelqu'un, tu le mets dans la jungle, démerde-toi. Tu vois, il va pas se dire, pourquoi c'est lui qui m'a jeté, donc non, pas du tout. Il va juste te dire, ok, là, je suis là, bah, je vais construire des trucs et pour que, entre guillemets, mon entourage soit bien, tu vois. Donc, c'était un peu cette image que j'avais tout le temps, c'est dans le sens où ma vie, elle est comme ça, je peux rien y faire. Donc, je peux contrôler que ce que je peux contrôler. Ça veut dire que je vais faire en sorte de ceux qui sont là pour moi, genre ma famille, etc., entre guillemets, de les mettre bien, qu'ils soient fiers de moi, etc. Et puis voilà, après, chacun vit sa vie. Et moi, ma vie, elle est comme ça. Et puis au final, ça s'est orienté vers le basket, vers le sportif. Donc par rapport à ça, je suis très content, on va dire. Mais non, c'était pas du tout, tu vois. Même, parce que, par exemple, moi et mon frère, on a 1 an d'écart. Tu vois, moi et mon frère, on a 1 an d'écart. Et ça veut dire que moi, j'ai pas du tout connu mon père. Et mon frère, il a connu 1 an. Parce que quand je suis arrivé, entre guillemets, il était plus là. Et donc, ça veut dire que moi, mon frère, il a un peu, pas dire mal vécu, mais il avait on n'avait pas le même raisonnement par rapport à ça. Donc, ça veut dire que à travers ça, on avait vraiment 2 personnalités. C'est-à-dire que moi, comme je ne l'ai pas connu, je sais pas si c'est ça qui fait que j'étais comme ça, mais entre guillemets, moi, j'avais vraiment le truc de, bon, je m'en fous, ma vie, elle est comme ça. Du coup, mon frère, c'était un peu, il voulait rechercher des choses, tu vois. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Ouais, bah du coup, par rapport à l'anecdote, je l'ai rencontré, tu vois. D'accord. Je l'ai rencontré, mais le truc de fou, c'est que à ce moment-là, j'ai 16 ans. Je suis en centre de formation. Et pendant le centre de formation, pendant les vacances, tu rentres chez toi. C'est-à-dire, je rentre chez moi, à Orly, tout ça, on attend le bus, je suis avec mon grand frère, etc. Je crois qu'on allait au playground, je crois. On allait au playground, tout ça, j'attends avec mon frère. Et mon frère, il avait fait je sais pas ce qu'il avait fait réellement, mais je pense qu'il avait fait des recherches, etc. Il m'a ramené un monsieur. Et il me dit, Willis, viens voir tout ça. Bah tiens, je te présente notre père. Oh, comment ça? Moi, je suis en mode. En plus, vraiment, je suis même pas dans le mode. Je ressens des fourmis ou. Pas du tout. C'était en mode un mec lambda, tu vois. T'étais complètement détaché de la Mais situation. vraiment, mais je sais pas si c'est moi qui est dans le déni par rapport à ça ou si c'est vraiment. Comment t'expliquer? Tu sais, il y en a, par exemple, ils réalisent pas. Tu penses pas que t'étais un peu, peut-être, en état de choc? Je et sais t'as pas pas. réalisé du Non, coup? je te jure que je pense pas. Parce que j'étais vraiment naturel. J'étais en mode, bah ok, même vraiment, j'étais vraiment comme ça, bah ok. Et du coup, on parlait, mais moi j'étais en mode, wesh, il y a le bus qui va passer, tu vois. Donc c'est-à-dire, j'étais vraiment pas dedans en fait, j'étais pas dans l'instant présent.
C'est-à-dire, même là, je ne saurais même pas te dire à quoi il ressemble, tu vois. Et donc, du coup, mon frère, il dit, bah, voyez, je te présente notre père, tout ça, nanana. Du coup, on se dit bonjour. Et mon grand frère, il me vend un peu, tu vois. Il me dit, ouais, il fait du basket, etc. Il lance une formation pour devenir le basketteur professionnel. Et je crois, la seule phrase qu'il me dit, la seule phrase que j'entends, c'est, mais c'est un sport de fille, ça. Il me dit ça. Donc, tu vois, moi, je vois ça, je suis même pas en mode, ah, mais t'es sérieux, tu me dis ça? Alors, pas du tout. Je suis là en mode, il y a le bus qui passe, je dis à mon ref, à mon frère, il y a le bus qui passe, tout ça. Après, on a pris le bus, on est parti, tu vois. Mais c'est tout. C'est la seule fois que je l'ai vu. Enfin, que je l'ai vu. Je sais même pas te dire à quoi il ressemble. Donc, je saurais même pas te dire si c'est vraiment voir En fait, quelqu'un. vu que tu n'étais pas forcément dans le truc quand tu l'as Ouais. rencontré, peut-être qu'en rentrant, tu as peut-être réalisé, tu t'es dit, mais en fait, mais c'était vraiment lui que j'ai Mais je te rencontré. jure que j'ai même pas le souvenir. Même pas. Parce que même des fois, j'y pense pas. Tu vois, par Blackout. exemple, quand en parlant d'anecdotes, je suis en mode, ah ouais, mais putain, mais c'est vrai qu'il y avait cette anecdote-là qui était là-bas, tu vois. Mais au final, non, c'est même pas quelque chose. Après, je sais pas si je suis. Ça se trouve, je suis chelou, je suis bizarre, hein, mais je sais pas. Mais je te jure, c'est pas quelque Non, chose après, qui c'est me. comment tu l'as. Ouais, je pense t'as que dès vécu le la départ, situation, ouais. et je pense que tu es complètement à l'aise avec, Ouais, avec et je cette suis situation. vraiment. J'ai pris du recul de fou, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui fait que maintenant je suis. Je dis pas que je mets une barrière, mais je suis en mode. Bah ok, bah, je peux rien lui dire, tu vois, dans tous les cas. D'accord. Et t'as jamais essayé de le retrouver depuis? Non, du tout. Mais vraiment, j'ai jamais été dans ça, tu vois. Mhm. Et jamais été dans. Parce que je savais que. Enfin, je sais qu'il y avait une partie de sa famille qui vivait un peu dans la même ville que nous, tu vois. Ça, je le savais parce qu'on me l'avait dit. Mais j'ai jamais essayé quoi que ce soit, tu vois. Jamais. D'accord. Et aujourd'hui, c'est pas du tout une question que tu te poses, quoi. Oh, pas du tout. Mais tu vois, je pourrais parler avec lui en vrai. En vrai de vrai, je pourrais m'asseoir et parler avec lui normal. Tu vois, c'est pas un sujet tabou pour moi. Tu vois, je peux en parler normalement à qui que ce soit. Tu vois, des fois, par exemple, il y a des gens qui me disent, oui, ton père, etc. Nan, nan. Je dis, non, j'ai pas connu mon père. Mais c'est même pas un... Et ils me disent, oh, désolé. Je dis, non, il n'y a rien. Genre, je te dis quoi dans tous les cas, tu vois. Donc, non, c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas du tout. Tu vois, je peux en parler normal. Et je pourrais grave m'asseoir avec lui. Et j'avais lu, en parlant de, justement des vidéos qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux, Gizmo, un jour, il avait sorti un podcast, il parlait avec un monsieur, et il y avait une phrase qui disait « Je me reconnais à 3000% dedans ». Il disait que c'est l'homme, c'est le petit garçon à l'intérieur qui est blessé, qui est brisé, qui comprend rien. Il a dit « Mais l'homme à côté de vous, en face de vous, il est conscient de tout ce qu'il fait, il est à 100% dans ses baskets. » Et ça, c'est vraiment une phrase, quand il a dit ça, je l'ai remis 300 000 fois. Parce que je voulais l'imprimer dans ma tête. Et c'est vrai, c'est la vérité. C'est-à-dire, je pourrais lui serrer la main normal, parler avec lui normal, lui poser peut-être des questions, tu vois, mais c'est pas des questions en mode avec les émotions ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour comprendre le pourquoi du comment. Tu vois. Mais sinon, pas du tout, tu vois. Non, mais c'est bien, ça montre un peu ta force de caractère, parce que j'ai connu d'autres personnes qui étaient dans la même situation que toi, et la situation, ils n'ont pas du tout vécu comme toi, on va dire. Parce qu'ils ont eu beaucoup de séquelles concernant tout ça, quoi. Après, je pense que ça, t'en auras. Je pense que c'est des choses que je pourrais jamais guérir. Dans le sens où, tu sais, il y a des personnes qui disent oui, des blessures, tu les guéris et puis fin. Ça, il y a des trucs que tu pourras jamais guérir parce que c'est des questions que t'as pas. C'est des réponses que t'as pas. Donc ça veut dire que c'est des trucs que tu contrôles pas et que quoi qu'il arrive, tu grandis comme ça et puis voilà, tes blessures font tes forces, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu as réellement besoin de tout guérir du moment que ça ne te consume pas? Non, je pense pas. En plus, cette phrase, elle est archi vraie. Je pense pas. Parce que je pense que tant que tu es en paix avec toi-même et que tu acceptes les choses de ton passé ou même les choses que tu ne peux pas changer, tu sais, il y avait des gens de mon quartier, des fois, ils avaient des phrases. C'était tu sais, à partir d'une certaine heure, ça devient des poètes, tu vois. Des philosophes Et de quartier. un jour, il y a un grand quartier, il m'a dit un truc, je te jure, c'est ancré dans ma tête depuis toujours. Il m'a dit, s'il n'y a pas de solution à tes problèmes, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et la vérité, c'est vrai. Si tu n'as pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc au final, tu sais, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire, ok, moi je pense que ça c'est un problème, tu peux le régler? Non, bah accepte-le et puis voilà, c'est plus un problème. Donc c'est des choses qui sont ancrées en moi, on va dire, et je pense que j'ai grandi avec tout ça, tu vois. Ouais. Ça me fait penser à une citation dans un film, je sais pas si tu as déjà vu, Un moine au Tibet. Non, j'ai pas vu. Et la citation elle disait que si le problème a une solution, s'inquiéter ne sert à rien. Et si le problème n'a pas de solution,
Bah, s'inquiéter ne sert à rien. Ah ouais, Alors cesse de t'inquiéter. parce que quoi qu'il arrive, c'est la même chose. Exactement. Non, c'est vrai. Et dis-moi, Willis, concernant cette situation, Hmm. comment est-ce que tu penses qu'avec le recul, ta maman, elle a fait pour gérer cette situation? Ah, c'est une reine. Hein. Ah, il y en a beaucoup, je pense. Hein. Il y en a beaucoup qui ont des mamans, ils les mettent sur un piédestal. Et moi, c'est clairement ça. Genre. C'est clairement ça, parce que tu sais, quand t'es petit, des fois, t'as pas conscience des choses, mais quand tu grandis, tu te dis, ah ouais, quand même. Elle a fait ci, on a manqué de rien, elle avait plusieurs enfants, tu vois. Donc non, des fois, elle enchaînait des deux tafs. Des deux tafs, elle avait pas de temps pour elle, elle nous a eu jeunes. Tu vois, bon, par exemple, maintenant qu'on est grand, on aime bien la sortir, tu vois. On aime bien la sortir. Des fois, elle veut. Tu sais, ma mère, c'est une mère grave cool, tu vois. Grave cool. C'est-à-dire que des fois, elle me dit, genre, on va aller en boîte ou quoi. Je viens, je viens. Mais elle est capable de venir. Elle est capable de venir, elle va s'amuser comme la petite de 18 ans, tu vois. Mais non, ma mère, c'est. Et je pense elle a une force, on va dire, de caractère et de persévérance dans le sens où tu vas jamais la mettre par terre, tu vois. Jamais de la vie. Et donc, je pense que c'est des choses qui sont ancrées en elle. Et ouais, non, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Tu sais, maintenant, c'est limite. Enfin, je suis son enfant, attention. Hein. Mais maintenant, je lui rends fois 1000, tu vois. Fois 1000, fois 1000. Donc, en tout cas, grosse force à tous les moments du monde. Hein. Exactement, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Et on peut dire que tout ça, que tout ce que vous avez vécu, c'est des événements, on va dire, qui vous ont rapprochés. Ouais, rapproché de fou, tu Ça t'a vois. rapproché toi et ta mère, ça t'a rapproché, ça fait en sorte que tu sois aussi plus proche avec tes frères et sœurs. Ah, clairement. Clairement, parce que tu vois, même par rapport à ça, ma mère, c'est. Tu sais, par exemple, elle nous inculquait des choses qui sont ouf, mais elle disait que sa vie, ça ne nous regarde pas. Sa vie privée ne nous regarde pas, nous, enfants, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai en soi. Parce que, tu sais, nous, on est juste ses enfants. Mais sa vie privée ne nous regarde pas. Sa vie avec mon père, etc. J'ai pas à savoir les détails de qu'est-ce qui s'est passé, de ci ou de ça, parce que, sous prétexte que je suis un enfant. Non, pas du tout, tu vois. Donc justement, c'est des choses qui. Ok, il y a eu des choses dans sa vie qui a été compliquées. Donc c'est à nous de l'alléger, c'est à nous de faire en sorte que maintenant elle va mieux, tu vois. Maintenant Ouais. elle va mieux, qu'elle découvre des choses, qu'elle vit des choses. Parce que je pense que dans ma vie, j'ai vécu des choses, elle n'a jamais vécu le 10%, tu vois. Et ça, faut en être conscient et qu'il faut lui rendre un peu l'appareil. Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ta mère maintenant? Ah, ma mère, je peux lui dire des poèmes de fou. Ah ouais, moi je suis. Après, dans ma famille, je suis un peu le clown de service, tu vois. Parce que j'aime bien les faire rire, j'aime bien voir le sourire sur leurs yeux, etc. Enfin, de sourire sur leur visage, tu vois. Et non, ma mère, je pourrais lui dire. Je pourrais lui déclarer des choses de fou, tu vois. Ça, c'est beau comment tu Mais parles tu de ta vois, mère. avec nous, enfin, nous, on a on n'a pas le je t'aime facile, mais on a les actes faciles, tu vois. Mais au final, est-ce que c'est pas ça le plus important? Ah ouais, mais large, clairement. Tu vois, nous, c'est rare qu'on se dise je t'aime, tu vois. Mais pas dans le sens où c'est tabou, c'est dans le sens où, tu sais, je vais te prendre dans mes bras, etc. Je vais te faire des câlins, te faire un bisou sur le front, etc. Et je vais faire mes trucs. Mais le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui le disent, mais les actes, Tu ne le ça penses montre pas autre chose, tu spécialement. vois. Bon, au Ouais. final, vous avez votre langage de l'amour à Ouais, vous, quoi. exactement, on a notre truc à nous. Mais ouais, non, ma mère, c'est mon bébé. Hein. Hmm. Elle m'appelle, je réponds, elle a besoin d'un truc, je lui donne direct, je te jure. D'accord. Et si tu avais l'occasion de parler à ton père aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Franchement, je pense que je serais en mode stoïque, dans le sens où Hmm. je serais là, je serais en mode. Bah, en fait, je le regarderais. Et non, je pense en vrai de vrai, je lui poserai des questions. Je lui poserai des questions pas ce qui s'est passé, parce qu'encore une fois, ça ne me regarde pas, tu vois. Mais je pars du principe qu'il y a un minimum. Tu vois, il y a un minimum, et je pense que en tant qu'homme, de vivre avec l'idée d'avoir un enfant quelque part, tu vois, c'est un peu compliqué. Et de se dire que tu fais même pas le minimum pour bah, savoir de ses nouvelles, s'il va bien, si ci ou ça. Mais non, en vrai, je sais même pas ce que je lui dirais, je te jure. Ça, c'est des questions que j'ai dans ma tête, mais je sais même pas si, tu vois, je prendrais la peine de lui poser, tu vois. Donc, en vrai de vrai, c'est une question très compliquée. D'accord. Mais tu vois, je suis pas en mode, ouais, j'arrive pas à lui parler, tu vois. C'est pas ça. C'est juste,
est-ce que ça vaut vraiment la peine T'as de pas ça, de tu vois? haine, toi? Non, pas du tout. Au contraire, pas du tout. Je peux lui parler. Si, je peux lui serrer la main normale. Je peux lui serrer la main normale, parler avec lui en mode ouais, je fais quoi dans la vie, je fais ci, ça, ça. Mais moi, je lui poserai pas de questions sur ce que lui fait dans sa vie. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Mhm. Donc, mais je pourrais lui répondre, tu vois, sans haine, sans rien du tout, tu vois. Ok. Ouais. Willis, on va parler un petit peu de ta carrière. Yep. Comment est-ce que tu as commencé le basket? J'ai commencé le basket à cause de mon grand frère, on va dire. Grâce à ma mère, à cause de mon grand frère. Parce que ma mère, elle nous avait mis au foot. Elle D'accord. nous a mis au foot. Je crois que tout le monde un peu a commencé avec le foot. Sauf que moi, j'étais gardien. C'est le sport national. Aïe, aïe. Et toi, tu étais gardien en Gardien, plus. moi. Aïe, aïe, aïe. Les pieds, c'était chaud. On m'a mis les mains. J'étais gardien. Et il faut savoir que j'ai arrêté au bout, je crois, j'ai même pas fait un an, je crois. Hein. J'ai même pas fait un an. J'ai même pas fait un an, puisque c'était chaud, parce que quand il pleuvait, tu sautais dans la boue, tout ça. Non, c'était trop chaud. Donc, Ah ça veut ouais. dire C'est trop difficile. Ah, j'ai arrêté ça vite. J'ai arrêté ça vite, 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 vite. Et avec mon frère, on a décidé d'aller au basket. Parce qu'il y avait une personne de mon quartier qui s'appelle Lao Konaté, que tout le monde connaît, je pense, maintenant. Qui lui s'était mis au basket aussi, tu vois. Il s'était mis au basket, donc on voulait entre guillemets essayer le basket. Donc ma mère nous a mis au basket, mon frère il a kiffé. Et donc après moi j'ai suivi les traces de mon frère. D'accord. Et ta mère vous a mis au basket parce qu'elle a fait du basket? Non, elle avait fait du handball. Du handball, Elle a d'accord. fait du handball, ma mère, ouais. Sport co, handball. Et du coup ma mère elle aimait bien parce qu'elle est sportive, elle aime bien toucher un peu à tout. Donc des fois on allait dans des playgrounds, etc. On jouait. Avec elle, du coup? Ouais, elle jouait. Ah ouais? Elle jouait. Bien. Elle jouait tout ça, nanana, donc du coup elle nous avait mis au basket. Et après on a accroché tout de suite. Hein. On avait des facilités, on va dire, on courait vite. Donc voilà, en plus c'était juste à côté de chez moi, à 5 minutes à pied même pas. Donc c'était pas mal. Donc ouais, on a accroché direct. Et du coup, c'est quoi ton parcours un petit peu? Alors moi j'ai commencé à l'Est Orly Basket du coup, mon club de mon quartier. Inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon, mais attention, chez les filles là, ils sont en National 3, c'est monté en National 2, tout ça, non, vraiment. Donc chez les garçons, c'est un peu ghetto, mais après, le club phare un peu dans le Val-de-Marne, c'était Charenton à l'époque. Enfin, ouais, Charenton. Charenton, c'était pas mal. Mais ouais, après mon parcours, j'ai fait quoi? J'ai commencé à l'AS Orly. Après, je suis parti en centre de formation à 15 ans. 15 ans, je suis parti en centre de formation. Je suis resté jusqu'à mes 21 ans. D'accord, donc c'est-à-dire que tu es parti en centre de formation à l'âge de 15 ans. 15 ans, c'est ouais. archi tôt quand Ouais, même. franchement, c'est tôt. Et même, il y a une autre anecdote de fou, c'est que la première année, j'étais en 3e, ils sont venus toquer à ma porte parce qu'en fait, il y avait le responsable du centre de formation, c'était Fabrice Leprovençois qui allait le prendre. Que tu connaissais déjà d'avant. C'est ça. Et en fait, lui, il est originaire de Orly et je jouais avec son petit frère. Je jouais avec son petit frère, donc du coup, on avait fait des tournois, etc. On performait et je crois c'était l'année où il allait être responsable du centre de formation. Donc il cherchait un peu des jeunes recrues, tu vois. Et la première année, il vient toquer chez moi. J'avais 14 ans du coup. Il vient toquer chez moi, etc. Et il me propose du coup d'aller en centre de formation. Moi, je refuse direct. Je refuse direct parce que tu sais, je suis encore dans le truc où je suis en 3e, je suis dans mon quartier, j'aime bien mes potes, etc. Et j'avais 2-3 potes qui sont encore, on est toujours potes à l'heure actuelle, tu vois. Mais du coup, j'étais tout avec eux. Je me suis dit, putain, là, je vais les quitter, etc. C'est un peu chaud. Donc, j'ai refusé tout de suite. Et ce qui est fou, c'est qu'il a vu mon hésitation. Il a vu que j'étais pas trop prêt. Il a dit, on va venir l'année d'après. Tu connais, moi, je me suis dit, vas-y, il va jamais venir. Tu vois, c'est un peu, entre guillemets, il dit ça, mais il va pas le faire, quoi. L'année d'après, il revient. Toc, toc, toc. Ouais, proposition, tout ça, nanana. Et là, mon frère, il pète les plombs. Il me dit, si tu vas pas, je vais te taper tous les jours, tout ça, nanana. Et après, là, du coup, j'ai pris mon envol, je suis parti. Et ouais, je suis resté jusqu'à 21 ans. Après, j'ai signé mon premier contrat pro en National 1 à Tarbes. National 1 à Tarbes. Tarbes, j'ai signé 2 ans là-bas. Après, c'est dans National 1. Du coup, je suis descendu en National 2 à Calais. J'ai fait 2 ans aussi, Covid. Donc, 2 ans, j'ai dû faire quoi? Allez, je crois la première année, on fait 20 matchs. Et on finit pas les 6 derniers. Et la deuxième année, on fait que 5 matchs. D'accord, la fameuse année Covid. Ouais, les 2 années Covid, là, c'était un peu compliqué. Et après, je signe à Sorgues. Et après, je signe 3 ans à Beaujolais. Et là, actuellement, je suis à Avignon. D'accord. On va revenir un petit peu sur ton passage en centre de formation. Est-ce que c'est pas trop dur pour un jeune joueur
qui est proche de sa famille comme tu l'étais, de partir en centre de formation du jour au lendemain et de se retrouver sans sa famille, quoi. Ah, moi, j'ai pleuré, hein. Moi, ma mère, elle est arrivée, elle m'a déposé, j'ai pleuré. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Parce que tu l'as vécu comme un abandon, du coup? Je pense inconsciemment, ouais, je l'ai vécu comme un abandon, alors que c'est un truc positif en soi. C'est quelque chose que tu vas faire du basket. Il y en a plein qui rêvent de ça, tu vois. Surtout à l'époque, c'était un peu compliqué d'aller en centre de formation. Donc, moi, on est venu me chercher, alors que j'avais pas forcément de projet pour devenir professionnel à ce moment-là. Et non, j'ai eu la chance et franchement, je suis allé, mais ouais, c'était compliqué, hein. La séparation physique, elle a été compliquée. Donc, elle est venue avec ma grand-mère. En plus, ma grand-mère aussi, pareil, on était comme ça. Et, du coup, ouais, elle est partie. Et après, au bout d'une semaine, je voulais plus jamais rentrer chez moi. Je voulais plus jamais rentrer. Tu t'es fait des amis. Ouais, et même, j'ai tout de suite, tu sais, t'es beaucoup dans l'autonomie, dans le fait que bah, t'as pas tes parents, tu vois. T'as pas ta mère qui est derrière toi, t'as pas tes frères et sœurs. Donc, ouais, ça fait un petit pincement. En fait, tu as commencé ta vie de jeune Et adulte. ouais, j'ai vite switché mon comportement, tu vois, par rapport à ça. Donc, non, ça n'a pas été trop difficile. Mais après, c'est sûr que c'est des sacrifices, hein. Ah, ça, c'est clair. C'est des sacrifices parce que j'ai des petits frères et sœurs. Et pareil, mon petit frère, je crois, quand je pars, il doit avoir 8 ans. Ma petite sœur doit avoir 4 ans, 5 ans, je ne sais même plus, tu vois. Et du coup, bah, tu les vois pas grandir. Tu rentres que pendant les vacances. Donc, tu les vois que par des périodes. Tu vois, encore au jour d'aujourd'hui, mon petit frère, il a 22 ans, je l'appelle mon bébé, tu vois. Mais tu vois, plein de trucs. Mais ouais, c'est des sacrifices. Donc, compliqué, on va dire. Mais bon, après, c'est pour la bonne cause, on va dire. D'accord. Et là-bas, quand tu es parti en centre de formation, est-ce que tu as retrouvé des gens que tu connaissais déjà? Pas du tout. Moi, je connaissais personne, à part une autre anecdote de fou, c'est que quand je décide d'accepter la proposition d'aller en centre de formation, Lao Konaté, du coup, qui était l'emblème phare, on va dire, d'Orly, lui, on lui propose un contrat pour signer pro là-bas, pour signer pro à Évreux. C'est-à-dire, il m'envoie un message, il me dit, hey, tu En sais même que... temps que toi, quasiment. Exactement. Il me dit, tu sais qu'ils m'ont proposé tout ça, nanana. Parce que lui, il était déjà parti aussi depuis ses 15 ans. Donc, ça veut dire que quand il avait signé, il était déjà adulte, tu vois. Donc, ça veut dire que moi, quand il me dit, tu sais que, entre guillemets, ils m'ont proposé, etc., moi, je vois ça comme, wow, truc de fou, tout ça, donc je suis allé direct. Donc, non, je le retrouve là-bas et franchement, j'avais déjà une personne, on va dire, que je connaissais. Après, Fabrice Lefrançois, je le connaissais un peu de loin, tu vois. Mais ouais, j'étais pas, entre guillemets, comment on dit ça? Lié à moi-même, tu vois. J'avais quand même des Tu n'étais petits pas repères. livré à toi-même, quoi. Voilà, j'avais quand même des petits repères et si j'avais des problèmes, j'avais des gens sur qui me retourner, tu vois. D'accord. Et à quel moment est-ce que tu as compris que tu pouvais vivre de ta passion? Bah, quand je les voyais, hein. Quand je les voyais. En fait, quand je voyais leur vie, je comprenais que c'était un taf, que c'était leur seul travail, qu'on leur donnait de l'argent derrière ça, l'engouement qu'il y a autour de ça, parce que forcément, tu arrives dans une ville où tu es professionnel, il y a toute la ville qui vient au match, donc ça veut dire que les gens, ils te voient, tu vas entre guillemets faire les courses, etc., ils te voient aussi. Donc tu vois, c'est tout ce truc-là, tu te dis, ah ouais, putain, mais en fait, c'est lourd, hein. En fait, c'est lourd. C'est-à-dire que la première année, moi, je savais pas du tout, puisque je sortais du quartier, j'étais un petit du quartier, on va dire. Et ouais, j'avais pas les codes au début, hein. J'avais pas du tout les codes, pas du tout. Donc j'ai pris vraiment un an à m'entraîner, à apprendre à m'entraîner. Et après, ouais, au bout d'un an, là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Mais vraiment, le switch, il était là, tu vois. Donc en fait, au bout d'un an, ce que tu veux dire, c'est que tu as appris à devenir professionnel, quoi. Ouais, clairement. Parce que mine de rien, dans un centre de formation, ils t'apprennent beaucoup ça, tu vois. D'accord. Beaucoup Mais justement, de par rapport à choses. ça, c'est quoi être un pro pour toi? Pour moi, être un pro, c'est dans la tête. C'est dans le sens où, quand tu as une rigueur, quand tu as quelque chose que tu veux vraiment faire, et que tu te mets une rigueur à toi-même, que tu t'instaures une discipline, à partir de ce moment-là, tu es pro. Après, oui, il y a l'aspect financier, etc., bien sûr, qui rentre en compte. Mais il y a beaucoup de coachs, par exemple, quand tu es en pro, qui disent, mais toi, tu n'es pas un joueur professionnel, même si tu es payé, tu vois. Parce que dans sa tête, il n'est pas assez discipliné pour, entre guillemets, faire du basket, ou peut-être parce que son extra basket, il fait n'importe quoi, ou son hygiène de vie, ou ci ou ça. Donc ouais, c'est d'abord dans la tête, je trouve. Pour moi, en tout cas. Ok. Et donc, du coup, après Évreux, en centre de formation, où tu es resté 2 ans, c'est ça? Tu es parti, non, de 15 ans à 21 ans C'est à ça, Évreux. exact. Tu es parti à Tarbes. Ouais. Et quand tu as signé à Tarbes? Ah, j'ai kiffé, moi.
Moi, en plus, j'ai kiffé parce que c'est dans le sens où quand je sors d'Evreux, de centre de formation, pour moi, je me dis, bon, vas-y, ça va être compliqué, tout ça, trouver un truc, etc. Nanana. Mais non, en fait, j'avais deux propositions. C'était la Charité à l'époque, qui était en National 1, et Tarbes. C'est-à-dire que quand je signe à Tarbes, je suis en mode archi content. Archi D'accord. content parce que c'est un peu tu sais, c'est un peu la finalité du centre. Quand tu finis le centre de formation, tu as fini ton cursus, entre guillemets, à 21 ans. Si tu n'as pas de contrat après ça, c'est compliqué, tu vois. Parce que tu n'es plus en centre de formation, donc ça veut dire que tu n'es plus dans un cadre, dans une structure qui, entre guillemets, qui est encadrée par des personnes. Limite, tu as 21 ans, tu trouves pas de club à cet âge-là, il faut aller travailler, tu vois. Mhm. Donc, ouais, non, T'es trop un peu content. livré à toi-même, toi. Ouais, trop Mais content. justement, en tant que jeune joueur, toi, Mhm. à l'époque, quand tu reçois la proposition de Tarbes, Mhm. tu vois, de Tarbes et de la Charité, est-ce qu'il y a des gens qui te conseillent dans ta décision? Est-ce que c'est une décision que tu prends tout seul? Ou est-ce que tu as un agent à l'époque? Non, j'avais un agent qui m'a été donné en plus par Laurent Serra, très grand monsieur, que tout le monde connaît aussi. Mais ouais, Laurent Serra, il m'avait conseillé justement d'aller avec cet agent-là. Et, parce que Laurent Serra était coach de l'équipe pro de Évreux. De Évreux, d'accord. Donc du coup, comme je m'entraînais avec eux, et, euh, et bon, il avait vu un petit potentiel, Tu avais etc. pris un sur petit moi. peu sous son aile, quoi. Exactement, il m'aimait bien. Donc d'où part le fait que justement à l'entraînement, je faisais des bonnes performances par rapport à ça. Donc ouais, il m'a proposé un agent et c'est l'agent qui m'a aiguillé par rapport à ça, qui te donne des conseils parce que forcément quand tu arrives, tu connais pas trop. Le monde pro, forcément, c'est un peu lunaire pour toi. Donc ça veut dire que tu es dans un truc où c'est dans le grand bain, tu vois. On te jette dans le grand bain. Donc ouais, c'est plus lui qui m'a aiguillé par rapport à ça. Et, euh, et au final, voilà, D'accord. Donc à Tarbes, où tu es resté 2 ans, ouais. 2 ans. Et ensuite après Tarbes, J'ai fait Calais. Calais, donc l'année Covid. Ouais, j'ai fait Calais l'année Covid. Et en plus, avec mon agent, justement, en parlant des personnes qui m'ont aiguillé, avec lui, on fait un sorte de plan de plan de carrière. Et à ce moment-là, les 2 ans que je fais à Tarbes, je joue pas beaucoup. Parce qu'on est dans une équipe un peu, on perd, etc. Et comme moi, je suis un peu le 10e joueur. Donc ça veut dire que je suis un peu mis de côté, même si des fois je rentre, etc. Et que ça se passe bien, très bien même. Donc par rapport à ça, on décide justement de descendre d'un niveau, donc d'aller en National 2. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai 23 ans, tu vois. Quand je sors de Tarbes, j'ai 23 ans. Et ça veut dire que quand je vais à Calais, Covid, première année, on fait pas une année complète. Deuxième année, Covid direct dès l'entrée. Ça veut dire que la première année que je fais en National 2 complète, j'ai 26 ans. Donc c'est D'accord. dire le plan, il change totalement. Ok. Donc ouais. Et j'aimerais juste revenir sur un petit point. Tu me dis que quand tu étais à Tarbes, tu étais le petit jeune, donc le petit 10e, Ouais. qui jouait pas beaucoup. Ouais. Mais justement, toi, c'était quoi ta mentalité par rapport à ça? Et je te pose la question, Mm. parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes joueurs qui sortent, entre guillemets, on va dire, de nulle part, Mm. et qui revendiquent du temps de jeu alors qu'ils n'ont rien prouvé, parce qu'eux, ils n'ont pas forcément vécu ce genre de situation que toi, tu as vécu. Donc, comment toi, tu as abordé les matchs à ce moment-là? Après, moi, il faut savoir que je suis un passionné du basket. C'est-à-dire que dans les bons comme dans les mauvais moments, je kiffe. Mais vraiment, quand je dis je kiffe, c'est réel. C'est-à-dire pas dans le sens où je kiffe pas jouer, parce que je reste un compétiteur et que j'ai envie d'être sur le terrain, mais je comprends qu'à ce moment-là, tu sais, quand je parle justement de centre de formation qui t'apprennent justement à devenir professionnel, c'est-à-dire que tu es conscient qu'il y a 10-12 joueurs dans l'effectif. C'est-à-dire 10-12 joueurs, personne. Enfin, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Donc, il y a des statuts, etc. Et moi, j'ai vite compris. En plus, j'ai été bien entouré parce que quand je suis arrivé à Tarbes, il y avait un joueur qui s'appelle Ran d'Almeida, très grand meneur, etc., qui avait joué en pro, etc. Il a fait plein de clubs. Et lui, il me prend sous son aile direct. Il me prend son aile direct, donc il m'explique un peu comment ça se passe, etc. Parce que à ce moment-là, en plus, je crois qu'il a 35 ou il a plus de 30 ans en tout cas. Donc, une grosse expérience. Donc, dès qu'il m'arrive, il me prend sous son aile et c'est vraiment, je suis une éponge. C'est-à-dire, il me dit un truc, je suis là en mode, ok, tout ça, nanana, nanana. Donc, c'est-à-dire que quand je suis dans une situation où je suis le 10e joueur, même si je joue pas, je suis conscient qu'il y a d'autres joueurs qui sont avant moi, tu vois. Donc, j'ai même pas ce côté-là où je suis en mode triste parce que je joue pas, etc. Mais plus dans l'apprentissage. Dans Ok, ça fait l'apprentissage. partie du processus. Donc voilà, c'est quelque chose qui est normal, on va dire. D'accord. Mais par exemple, quand tu sors d'un match
où tu as fait un déplacement, par exemple, de 3-4 heures, où tu as dormi là-bas et que tu joues, par exemple, 5 minutes ou pas du tout. Quand tu reviens à l'entraînement le jour d'après ou peut-être 2 jours après, c'est quoi ta mentalité? Est-ce que je te dis, vas-y, le coach ne peut pas me faire jouer, donc vas-y, je vais arrêter de m'entraîner? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas en faire encore plus pour montrer que tu mérites ta place? Mais moi, tu sais, je disais quoi aux gens? Je disais que moi, mes matchs, c'est des entraînements. Parce que comme je joue pas beaucoup en match, c'est-à-dire que du coup, moi, mes matchs, c'est les entraînements. C'est-à-dire que des fois, quand on faisait du 5-5, ils faisaient le 5 de départ contre les joueurs du banc. Bah, moi, je jouais comme si c'était un match. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moment où j'étais en mode je chill ou je fais pas les Tu donnais bonnes tout ce que défenses. tu avais sur le terrain à chaque fois. Je donne tout. Je tape, je truc. Et je pense que c'est ça qui élève un peu le niveau, on va dire, de l'entraînement, même de l'équipe en général. C'est que chaque personne, entre guillemets, a sa place. C'est-à-dire que moi, je suis un joueur du banc, on va dire. J'ai un joueur titulaire qui est devant moi. C'est pas dans le sens où je veux prendre sa place. Parce que c'est un peu malsain, même si pour moi, il y a de la bonne concurrence, tu vois. Mais c'est plus dans le sens où faut que je lui montre que j'ai faim, tu vois. Faut que je lui montre que j'ai faim, faut que je lui montre que j'ai la dalle. Donc au final, lui, forcément, il va avoir une réponse. Il va se dire, ouais, il veut quoi le petit, tout ça, nanana. Donc forcément, ça élève le niveau. Donc ouais, non, j'étais au contraire. J'étais dans le sens où chaque entraînement, pour moi, je venais, je ramenais ma joie de vivre, etc. Et je ramenais mes crocs et je voulais m'entraîner, tu vois. Et j'apprenais, tu vois. J'apprenais vraiment. D'accord. Bah, c'est bien. Et quand tu étais jeune à l'époque, Ouais. et tu me dis justement qu'à l'époque, vous faisiez des matchs, le 5 des remplaçants contre le 5 des titulaires. Entre nous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de gagner Bien sûr. De battre les titulaires? Mais bien sûr. Et même des fois, il y a... Est-ce qu'on peut vérifier cette information? Ah, on peut vérifier, mais tu sais que même des fois, il y avait des personnes qui disaient en mode eh, vas-y, mais c'est nous, on devait être dans... Tu vois, ça tournait beaucoup dans le chambrage et dans beaucoup la comparaison. Ah, mais regarde, moi, je peux faire ça parce que lui... Mais, tu sais, eux, ils jouent beaucoup. Tu vois, c'est dans le sens où faut comprendre que quand tu es à l'entraînement, tu sais, par exemple, il y a des Américains, ou peu importe que ce soit un Américain ou un étranger ou même un Français, tu vois, quand ils sont à l'entraînement, eux, ils s'entraînent pour de vrai. C'est-à-dire que des fois, c'est pas parce qu'il va pas prendre le tir à ce moment-là que forcément, en match, il va pas faire la même chose. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on s'entraîne comme on joue comme on s'entraîne. On joue comme on s'entraîne. Mais il y a des moments, tu sais que par exemple, je sais pas moi, le vendredi, quand tu t'entraînes, alors que tu as un match le lendemain, forcément, l'intensité ne va pas être la même. Mais comme toi, tu joues pas, tu es un joueur du banc, l'intensité, ça va être la même chose pour toi. Mais tu vois, c'est beaucoup dans ce truc où forcément, nous, on a déjà gagné quand tu es titulaire. Mais bon, après, ça veut rien dire. Ça reste un entraînement, tu vois. Et en match, tu vois, l'équipe, entre guillemets, l'équipe du banc là, qui a gagné, tu les mets en match, ça se trouve, ils vont pas faire les mêmes performances qu'ils ont fait parce que tu as le stress, tu as le statut, tu as l'expérience, tu as le fait que comme tu joues pas beaucoup, bah, forcément ça se ressent, l'adversité n'est pas la même. Enfin, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Tu vois. Donc non, après, c'était plus pour chambrer, tu vois. Mais je pense pas que c'est une importance. Tu vois. Après, le coach, il peut piquer ses joueurs titulaires en disant « Ah, vous avez pas honte, c'est des joueurs du banc, la prochaine fois, c'est lui que je vais mettre, etc. » Je pense que ça se fait, il y en a qui le font. Mais... Bah, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, en fait, où vous tirez vers le haut. C'est ça, clairement, on se tire vers le haut et je pense que c'est très bien d'aller dans ce sens-là. Tu vois. D'accord. Et du coup, après Calais, où tu es resté 2 ans, les 2 années Covid, tu as signé à Sorgues. Exactement. Et comment tu es arrivé à Sorgues? En fait, il faut savoir que j'étais en train de re-signer à Calais. Et je reçois un coup de fil, tout ça, Steve Chikambou, qui était l'entraîneur de Sorgues à l'époque. D'accord. Et en fait, Steve Chikambou, il m'appelle, et moi je le connais par rapport à sa carrière. Est-ce que tu peux dire un petit peu qui est Steve Chikambou pour les gens qui ne connaissent pas? Je pense qu'il y en a qui le connaissent. Mais tu vois, c'est un joueur, très grand joueur, dans le sens où il a fait il a une vraie carrière, clairement, il a une vraie carrière. Et il a fait des campagnes équipe de France, etc., avec les Tony Parker, Boris Dio, etc. Il a gagné beaucoup de médailles par rapport à ça et beaucoup de trophées. Donc, non, un très grand meneur. Mais en plus, il était meneur de jeu et moi, mon poste, c'est meneur de jeu. Donc non, lui, il m'appelle et je me dis, ah ouais, quand même, Steve, tout ça, il m'appelle, etc. Donc, il veut juste prendre des informations. Il veut prendre des informations et à ce moment-là, il me pose des questions et il me teste un peu. Et moi, j'aimais bien, en fait, le feeling, il est bien passé parce qu'il m'a tout de suite dit, moi, je
Je suis pas un tel, tu peux me parler normalement. Il n'y a pas de mauvaises questions ou de questions pièges. Et donc, en fait, il me pose des questions sur des tactiques de jeu. Oui, ici, en défense, ils font step. Moi, je suis à 45, etc. Je prends le pic de ce côté, etc. C'est quoi les solutions? Et bon, je lui réponds tac, tac. T'as ça comme solution, ça comme solution, ça comme solution. Et en fait, il est surpris. Il est surpris parce qu'il me dit, ah ouais, ok. Il me dit, ah, comme ça, t'as donné. Je dis, ouais. Parce que moi, pour moi, c'est un jeu d'échecs. Et je pense qu'avec mon rôle, qui est meneur de jeu, t'es obligé d'être un peu comme un ordinateur, tu vois. Par exemple, ils font cette défense-là, bah, tu dois répondre avec cette attaque-là, etc., etc. Donc, il me pose cette question et je suis archi à l'aise. Je lui réponds, etc. Et donc, le feeling, il est passé. Et après, tout droit, je suis parti là-bas. D'accord. Où tu es resté 1 an. Un an, ouais, c'est j'ai ça fait 1 an. Très grosse saison. 1 an. Bah, tu as fait une grosse saison cette Ouais, année-là. un Et meilleur lui, saison. c'était un meneur de jeu. Donc, je suppose que tu as beaucoup appris à son contact. Ouais, aussi. beaucoup, beaucoup. Et comme je rejoins ce que j'avais dit au tout début, il est super strict. Strict dans le détail, une expérience plus. Et il sait ce qu'il dit. C'est-à-dire, il sait où il veut t'emmener, il sait ce qu'il dit, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai tout de suite kiffé son coaching. Tout de suite kiffé son coaching et même sa capacité, entre guillemets, à te mettre en valeur. C'est ça que j'ai tout de suite apprécié chez lui. Après, ouais, j'ai fait une grosse saison. J'ai fait une bonne saison. Mhm. J'ai fait une bonne saison, on avait une bonne équipe, on a fini quoi, troisième Bah, Troisième de... Je me souviens, d'après mes souvenirs, toi, tu as fait une très bonne saison Individuellement. Ouais. mais collectivement, vous avez fait une grosse saison parce que vous étiez vraiment aux portes des playoffs. Ouais, clairement. En fait, on a fini, à cette époque, c'était le premier, deuxième, ils faisaient les playoffs. Premier, deuxième, ils faisaient les playoffs, on a fini troisième jusqu'à la dernière journée. On joue golf la dernière journée et je crois qu'on perd sur un scénario de fou on doit gagner tous les jours. À tu vois. golf? Ouais, à golf, c'était là-bas. On doit gagner tous les jours, on perd. Et au final, ouais, c'était une saison, malheureusement, qui n'a pas abouti à quelque chose. Mais c'est une saison pleine. Avec des gars, on était en 1 an, on a fait l'équivalent qu'une équipe a fait en 3-4 ans. Tu vois. Parce qu'on était soudés de fou, alors qu'il y a des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Mais on était soudés de fou. On avait créé en fait une vraie famille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp où on se parle encore. Tu vois. Mais ouais, non, franchement, une année de fou. Et ouais, je crois que c'est ma meilleure année individuellement. Individuellement, ouais. Et donc, du coup, après Sorgue, tu as signé à Beaujolais Basket. Beaujolais, exactement. Où tu es resté 3 ans. 3 ans. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se fait tes 3 années à Beaujolais? Comment ça se fait déjà? Ouais. Et comment ça s'est passé Parce que l'anecdote encore de fou sur ça, c'est que quand je suis à Sorgue, dans notre pool, on a Hier-Toulon. Et Hier-Toulon, il y a Laurent Sierra qui est là-bas. Et comme moi, je l'avais en tant que coach des entraînements avec les pros à Évreux, eux, ils montent cette année et nous, on finit troisième. Mais comme je fais une bonne saison, ils essayent il se pose des questions par rapport à moi, par rapport à ce que je fais l'année prochaine, etc. Et moi, je vois qu'il est un peu intéressé et qu'il est un peu dans le truc, comme je sais qu'il monte en N1 en plus. Et moi, je me suis dit, bon, à ce moment-là, c'est maintenant ou jamais. Donc, il me dit, oui, si on monte, etc., t'inquiète pas, etc., je vais essayer de te proposer quelque chose. Donc, c'était à l'époque où Hier-Toulon, financièrement, c'était un peu chaud. Donc, ça se fait pas, malheureusement. Sauf que, à ce moment-là, quand j'ai des propositions de National 2, il y a Beaujolais dedans. Ouais, et Hier-Toulon est monté en National 1 cette année. National 1, il est monté en National 1. Donc, moi, j'avais des propositions en National 2. Et en fait, comme je voulais aller au HTV, je disais non à tout le monde. Je disais non, etc. Parce que moi, je savais où je voulais aller. Après, comme ça s'est pas fait... en fait, il faut savoir que le marché de la N2 et de la N1, c'est pas au même moment. C'est-à-dire que la National 2, c'est avant la National 1, puisque la National 1... La saison est plus courte, c'est ça? Ouais, je pense c'est en rapport à ça. Et après, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, le marché, c'est comme ça. Et ça veut dire qu'au moment où je dis non à la National 2, je prends un risque. Parce que je me dis, si je signe pas en National 1, et j'ai dit non à tout le monde, ça va se compliquer. Donc, HTV, ça se fait pas, donc je me retrouve sans club. Première année où j'ai pas de club, où je suis un peu pas dans le questionnement parce que c'est pas du tout ça, c'est dans le sens où c'est une étape en plus, entre guillemets, que je vais franchir, une étape nouvelle, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de club et qui commencent à pas de club, etc. Mais moi, c'était la première fois que j'avais cette expérience-là. Donc, je m'entraîne un peu à droite à gauche, etc. Et Beaujolais, il m'avait déjà demandé, et je leur avais dit non. Parce que justement je voulais de l'année 1. Et après, il y a un joueur à Beaujolais qui se blesse, un meneur de jeu qui se blesse. Comme par hasard. Et comme par hasard, il m'appelle. Et en fait, il m'appelle et ma mère à ce moment-là, elle me dit si ça fait 2 fois qu'il te demande, il faut y aller. Et donc du coup, je me mets à signer à Beaujolais. En plus, je signe le jour de mon anniversaire, en octobre. Je signe en octobre.
Et quand j'arrive là-bas, j'arrive le jour de mon anniversaire et je joue direct. Je joue direct le jour où on joue contre Marseille, puis je me rappellerai. Et donc on joue, etc. Et non, franchement, une très bonne année, avec des gars, des super gars, etc. Mais avec beaucoup de talent. Donc en fait, j'avais pris un autre rôle que j'avais à Sorgue. Et c'était quoi ton rôle à Sorgue? À Sorgue, j'étais un joueur clé, mais dans une équipe avec beaucoup de joueurs clés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que c'était un jeu vraiment structuré de A à Z. Je savais ce que je devais faire, à quel endroit, à quel moment, etc. Et quand j'arrive à Beaujolais, justement, déjà j'arrive pas en début de saison, donc forcément L'équipe s'est déjà faite son tour. l'équipe elle est déjà faite, les cartes elles sont déjà distribuées. Et moi quand j'arrive, je suis en mode ok, nouvelle expérience pour le coup, parce que du coup quand tu intègres une équipe, c'est pas la même que quand tu commences avec elle. Et je vois plein d'individualités, mais plein de fortes individualités. Et du coup, je me suis mis dans un registre où je devais faire jouer cette équipe. Et donc, non, franchement, une bonne saison. Une bonne saison sur le point collectif. On peut dire que tu l'as fait jouer avec brio, parce que vous avez quand même vécu des très bonnes choses cette Franchement, ouais. année-là, quoi. Ouais, on a vécu des très belles choses. Et même en parlant de la compétition de la Coupe de France. La première année? Ouais, la première année, la Coupe de France, on va au plateau, on, on bat Metz, on bat Avignon pour le coup. Et on va en finale de la Coupe de France. Truc de fou. On va en finale de la Coupe de France contre Fougères à l'époque. Et ouais, une expérience de dingue. Une expérience de dingue. On joue à l'Arena, là, à Bercy. Merci. Donc ouais, magnifique, magnifique, grosse expérience. Tout le village, ils étaient déplacés là-bas, parce qu'il faut savoir que Beaujolais, c'est un village. C'est un village et je sais même pas combien d'habitants il y a là-bas, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça veut dire que quand on va en Coupe de France, il y a tout le village qui se déplace là-bas. C'est-à-dire que dans le village, il n'y a plus personne. C'est-à-dire tout le village, il se déplace là-bas. Et franchement, non, même en voyant les étoiles dans les yeux des gens, c'était ouf. Donc franchement, première année, magnifique. Et en fait, il faut savoir qu'à Beaujolais, mes 3 ans que j'ai fait, c'est monté comme ça. En termes de performance et en termes de résultats. Parce que la première année, je crois, on finit 4e, on va en play-off. Bon, on va en finale de Coupe de France. Finale de Coupe de France. La deuxième année, on finit 3e. On rate la Coupe, parce que forcément, quand tu vas en finale de la Coupe de France, tu as envie d'y retourner. Donc, c'est-à-dire que la deuxième année, les gens, ils avaient pris goût à ça. Ils me disaient, les gars, non, on veut retourner là-bas. C'est-à-dire que la deuxième année à Beaujolais, on finit 3e et on va au plateau. Plateau, c'est les quarts de finale de Coupe de France. On va aux quarts de finale de Coupe de France, on perd le premier match. C'est-à-dire éliminé. C'est-à-dire on finit 3e et on est éliminé en quart de finale. Et la dernière année, pour moi, c'était la meilleure année. On perd que 6 matchs, on finit 2e. Et on perd contre Marmande en demi-finale. C'est-à-dire un match de retourner en finale. Donc ouais, non, franchement, après j'ai rencontré des gars magnifiques là-bas à Beaujolais. Ils sont restés mes frères jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu vois. Et ouais, non, franchement, la dernière année à Beaujolais, c'était l'année qui devrait être concrétisée d'un trophée ou d'une médaille ou quelque chose. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Ça n'a pas été le cas. Ouais, malheureusement. Donc ouais, voilà, je fais les 3 ans là-bas et après je signe à Avignon, pour le coup. À Avignon. D'accord. Et tout à l'heure, quand tu parlais de tes années à Beaujolais et à Sorgue, tu disais que tu jouais avec pas mal d'individualités, donc des joueurs très forts, si on peut le dire. Comment est-ce que tu fais dans une équipe pour te retrouver au milieu de tout ça, en sachant qu'il y aura forcément un partage de temps de jeu? Donc comment est-ce que tu fais pour gérer le fait qu'il y a des fois, il y a des matchs où tu vas jouer moins et des matchs où tu vas jouer plus? Bah après, c'est pareil, je pense que c'est dans une équipe, tu es obligé de comprendre déjà le rôle que tu as, comprendre, l'accepter. Est-ce que tu penses que tout le monde comprend son rôle dans une équipe, Non. généralement? Après, par rapport aux expériences que j'ai eues, je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent le rôle qu'ils doivent avoir, mais il y en a qui ne l'acceptent pas. Donc je pense que le problème, il est là. Mais ouais, après, moi, je pars du principe où tu es dans un sport collectif. Donc quoi qu'il arrive, le chef du bateau, c'est le coach. Donc à partir du moment que le coach te dit ou te recrute pour quelque chose, et que toi, tu acceptes, entre guillemets, de venir dans le club-là, c'est que tu acceptes aussi le rôle qu'il t'a donné. Donc à partir de ce moment-là, c'est justement faire tout pour que le collectif, entre guillemets, grandisse et soit complet. Parce que forcément, un coach, quand il recrute son équipe, c'est comme un petit puzzle, tu vois.
Donc chacun a son petit truc. Donc si toi, tu décides, entre guillemets, de sortir de ta case que le coach t'a dit, forcément, le truc, il va pas marcher, tu vois. D'accord. Et là, maintenant, tu es à Avignon. Ouais. Et comment se passe la saison? Compliqué, très compliqué. Très compliqué parce qu'on a eu beaucoup d'intempéries, on va dire. Beaucoup de mauvais temps. Donc, ouais, on a eu un changement de coach. On a eu du coup un nouveau coach, un nouveau groupe. C'était un club qui descendait de National 1. Donc, du coup, par rapport aux mutés, non mutés, c'était un peu compliqué de refaire une équipe. Parce que la plupart des joueurs sont partis, quoi. La plupart des joueurs sont partis parce que je pense qu'ils voulaient rester dans la division. Malgré ça, je pense qu'on a une vraie bonne équipe sur le papier. Mais je pense que la mayonnaise, elle n'a pas pris, entre guillemets. On s'est cherché beaucoup, je pense. On s'est beaucoup cherché, mais ouais, c'était une première expérience parce que j'ai jamais vécu, entre guillemets, d'expérience de saison, pardon, comme celle-là. Et tu te retrouves à jouer le maintien, quoi, c'est ça? Ouais, tu te retrouves à jouer le maintien, tu te retrouves à perdre pas mal de matchs. Surtout que, par exemple, moi, je suis beaucoup resté dans cette poule. Parce qu'en National 2, tu as 4 poules. Poule A, poule B, poule C, poule D. Moi, je suis beaucoup resté dans la poule A. Donc, entre guillemets, je connais les adversaires à chaque fois. Et justement, de se retrouver dans cette situation compliquée. Mais bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un passionné. Donc, ça veut dire que dans ces moments-là, c'est des choses qui vont te faire grandir. Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre de tout ça. C'est pas quelque chose qu'il faut jeter, tu vois. Donc, il y a des saisons comme ça. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Pourquoi ça, c'est des choses que tu peux pas mettre un doigt dessus, tu vois. Et je pense que c'est beaucoup d'éléments qui font que, forcément, ça devient compliqué. Mais ouais, compliqué, mais bon. On essaye de se maintenir. On est bien parti pour, donc je touche du bois. Donc voilà. D'accord. Mais ça doit pas être facile, quand même, de se retrouver dans dans des clubs où tu joues chaque année, on va dire, le haut du tableau, et du jour au lendemain, tu te retrouves dans un club où tu joues le maintien. Donc je pense que c'est pas forcément évident. Ouais, après, moi, c'est pour ça que j'avais quitté Beaujolais, parce que je voulais un nouveau challenge, je voulais des nouveaux objectifs, tu vois. Et quand on m'a proposé justement le projet d'Avignon, je savais qu'il descendait de National 1, que ça s'était mal passé, on va dire, en termes de prestations. C'est le défi que je voulais relever. Moi, après, malheureusement, ça s'est pas passé comme moi je l'avais espéré. Mais ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. D'accord. Et aujourd'hui, Willis, t'as connu le haut niveau, t'as joué au National 1. Aujourd'hui, tu joues au National 2. Est-ce que tu rêves toujours de jouer au National 1 ou est-ce que tu es complètement à l'aise avec le fait de jouer au National 2? Ou est-ce que tu aimerais encore monter aujourd'hui à ton âge? Parce que tu as 30 ans. 30 ans, ouais. 30 ans, t'es pas tout jeune. C'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à partir du moment où tu prends de l'âge, non, même pas. C'est à partir du moment où tu commences à comprendre une carrière, comment elle est bâtie, tu commences à te dire, tu as 30 ans, tu vas pas rêver d'aller en Pro B, tu vois. C'est arrivé, hein, attention, hein, c'est arrivé. Il y en a qui l'ont fait. Mais moi, c'est pas quelque chose que je rêve. Après, si j'y arrive, tant mieux. Mais bon, je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver, tu vois. Mais non, je rêve pas forcément de retourner en National 1. Même si j'aurais aimé, je te cache pas, demain je monte avec une équipe. Par exemple, je suis en National 2, je monte avec mon équipe, on va en National 1. Bien sûr que je joue, tu vois. Bien sûr que je joue et je pense que ce goût-là, il est différent. Mais tourner le dos à National 2 pour dire je vais à la National 1, non, je suis complètement à l'aise. Et même, il y avait un pote à moi, il avait dit une phrase qui était. Je crois que cette phrase-là, je la garderai dans ma tête tout le temps. Il a dit la National 2, c'est mon Euroleague à moi. Et c'est réel, c'est réel. Parce que quand ça fait longtemps que tu es dans la division, il y a des choses que tu connais, il y a des choses que tu comprends. Jouer en National 2, c'est pas comme jouer en National 1. Parce qu'en National 2, tu es obligé de créer une base, une base solide et de t'entourer des éléments pour performer. National 1, tu peux changer 10 joueurs, tu peux en cours de saison recruter le mec que tu as joué la semaine dernière, le faire venir dans ton équipe. Donc c'est totalement différent. Donc c'est plus. J'ai envie de dire que la National 2, ça représente plus mes valeurs, on va dire. Dans le sens famille, dans le sens où tu dois créer quelque chose. Des fois, il y a des choses qui prennent du temps.
Donc, un peu voilà. moins professionnel, on va dire, mais et moins business is business Ouais, exactement. que le haut Parce niveau, que quoi. plus tu montes et plus C'est business is business Ah ouais, et clairement. comment dire, le basketteur n'est pas forcément vu comme un être humain, Clairement, plus clairement. comme un objet, Donc je quoi. pense qu'en National 2, tu as les deux. Tu vois, Ouais. c'est semi-pro, donc c'est amateur et c'est pro à la fois. Parce qu'attention, il y a des clubs de National 2 là qui sont très bien structurés et même d'après mes sources, on va dire, il y a des joueurs de Pro B là qui touchent la même somme que des clubs de National 2. Donc Ouais, c'est clair. tout ça là, ça veut rien dire des fois, hein. Dis-moi un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir, ou du moins pour l'instant, Willis avec la sélection nationale. Aïe, aïe, aïe. Willis Castar. Franchement, ça, on m'en a parlé il y a 2 ans. Si j'aurais su ça avant, je jure, j'aurais fait les démarches bien avant. Mais moi, il faut savoir que je suis capverdien. Je suis capverdien, il y a l'équipe du Cap-Vert qui m'a contacté il y a 2 ans. J'avais fait le K54 avec eux l'année dernière. Et ça s'est très bien passé en plus. Enfin, très bien passé, on a perdu, hein. Mais il y a le sélectionneur qui était venu me voir, etc., qui était content, qu'il voulait me faire les démarches. Parce que malheureusement, comme mon père m'a pas reconnu, du coup, j'ai pas y a pas son nom, prénom, etc. pour que justement je puisse faire les démarches pour avoir la nationalité capverdienne. Donc malheureusement, c'est pour ça. Mais ouais, franchement, c'est quelque chose que j'aimerais que ça change, que j'aimerais entre guillemets arranger parce que peut-être que j'ai 30 ans, mais il y a encore 3-4 années encore derrière. Mais en tout cas, j'espère que ça se fera. J'espère. Et J'espère. le jour où ça se fera, n'oublie pas d'envoyer un petit maillot à BLM Studio. Ah ouais, quand on voyait. En plus, au K54, j'avais un petit maillot Cap-Vert, elle était pas mal. Bon, D'accord. je l'ai donné, mais bon, c'est pas grave. Tu l'as déjà donné. Ouais, Bah, je l'ai donné. Un pote à moi, il m'a dit, ah, ma femme, elle est Cap-Verdienne. Je te jure, c'est vrai en plus. on attendra le prochain alors. C'est ça. Et du coup, ton plus grand souvenir en tant que basketteur, c'est la finale de Coupe de France ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est la finale des Coupes de France, hein. Finale des Coupes de France, ça, franchement, c'est le souvenir que je peux pas mettre en avant. Après, il y en a, bien sûr, il y en a plein d'autres. Quand quand on est en U20 et on gagne U20 France, on gagne la médaille de bronze avec des potes à moi en centre de formation, tu vois, il y en a plein d'autres. Mais non, je le mets en premier, la Coupe de France. D'accord. C'est des souvenirs à graver. Il y en a, ils vont jamais aller à Bercy ou en finale de Coupe de France, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça, c'est pas négligeable, on va dire. Ça, c'est clair. Et tu disais que tu étais meneur de jeu. Ouais. C'est quoi un meneur de jeu? Ah, pour Pour moi, toi. un meneur de jeu, pour moi, c'est un patron, hein. C'est un patron, c'est un leader, c'est le reflet du coach, c'est celui qui doit faire jouer les autres au détriment de lui-même, malheureusement. Là, tu décris le meneur de jeu que tu es ou le meneur de Ouais, jeu que je suis, ou que le je meneur de suis. jeu Non, en que je général suis. dans le basket aujourd'hui? Que je suis, mais je pense qu'il y a des choses qu'un meneur de jeu doit avoir, tu vois. Tu vois, dans l'aspect leader, dans l'aspect sang-froid, dans l'aspect prendre des initiatives, prendre ses responsabilités, faire jouer les autres. Parce que je pense que ça, c'est super, super important chez un meneur de jeu. Et prendre le match à son compte aussi, peut-être? Ouais, les responsabilités, c'est ça. Ouais, c'est obligatoire d'avoir cette option-là, on va dire. Mm. Mais ouais, après, déjà, je vais te dire, c'est un peu les meneurs enfin, pas à l'ancienne, mais c'est un peu. Parce que maintenant, tout le monde veut mettre des points, tout le monde veut scorer, tout le monde veut performer individuellement. Mais rôle d'un meneur de jeu, forcément, tu dois faire jouer ton équipe. Si tu as un intérieur qui est dominant, mais tu lui donnes pas un ballon, tu lui mets pas des choses pour qu'il soit performant, lui, il peut rien faire parce que c'est toi qui as tout le temps le ballon en main, tu vois. Mm. Donc, Mais j'ai l'impression qu'avec le basket moderne d'aujourd'hui, les meneurs de jeu, ils n'ont plus forcément cette identité-là. ouais, je pense aussi. Je pense que ça s'efface. Petit Ça à petit. s'efface un petit peu. Et de ce que je vois, j'ai l'impression que les coachs ne valorisent pas forcément cette mentalité aujourd'hui. Ouais, je pense aussi. Après, je pense que c'est les vrais coachs. Bon, attention, je parle de l'Euroleague, etc. Maintenant, tu vois, à chaque équipe, entre guillemets, d'Euroleague, t'as pas forcément des meneurs scoreurs, tu vois. T'en as toujours un à côté, ou des combos, ou des 2-1 qui peuvent prendre le match à leur compte et prendre la main et puis scorer derrière. Mais souvent, c'est des meneurs qui font jouer leur équipe, des meneurs qui sont dans le club depuis longtemps, qui sont avec le coach qui sont comme ça. Ou sinon, des fois, il y a même des coachs qui changent de club, mais qui ramènent le meneur avec qui ils étaient l'année d'avant. Donc ouais, je pense que c'est des choses qui sont pas mises en avant, malheureusement. Alors que c'est un peu la clé de tout, tu vois. D'accord. Et en tant que joueur, est-ce que tu es du genre à trash talker ou pas du tout?
Ouais, maintenant ça m'arrive, hein. J'ai 2-3 notions d'anglais. Je commence à glisser 2-3 mots, mais après, c'est pas quelque chose qui. C'est pas moi, je vais le faire le premier, tu vois. Si je vois justement, il y a un pote à moi en face ou il y a un mec qui aime bien charrier, ouais, je le ferai. Je lui répondrai en tout cas. D'accord. Je lui répondrai et je mâcherai pas mes mots. Ok. Et c'est quoi le plus gros trash talk que tu aies fait ou entendu? C'est Team Blue. Team Blue. Team Blue que tout le monde connaît, grand joueur avec gros CV, grosse expérience, très grand monsieur. On était justement, j'étais à Sorgues et le dernier match de la saison. Le fameux match de la montée. Ah justement. ouais, le match où on devait aller en playoff, on doit le gagner impérativement. Et je suis avec Devin Davis et ils font, entre guillemets, un meneur de jeu où je sais plus, ils savaient passe à Devin Davis et moi je suis à 0 degré. Et il y a Team Blue qui veut faire un close-out sur moi. Il me fait la passe, Devin Davis il me fait la passe et il y a Team Blue qui arrive, qui sprint sur moi. Et moi je tire, il me dit oh hell no, il me dit ça. Et moi je tire, je dis oh hell yes. Et du coup je lui parle de ça et non, franchement on a bien rigolé. On a bien rigolé. Après il y en a une autre aussi. C'était comment il s'appelle? Harris. Je crois que c'était à Souffle. Très fort meneur. Harris, Harris, c'était un meneur américain qui jouait à Souffle. Un très bon meneur, très très fort. J'étais à Tarbes. C'était ma deuxième année, je crois, à Tarbes. Et en fait, notre premier meneur, c'était Kevin Tanian. Il était grande taille. Et on avait un système pour qu'il poste. Il y en avait un système pour qu'il poste. Poster, en gros, c'est se mettre dos au cercle dans la raquette. Mm. Et, bon, c'est pas commun que les meneurs aillent là-bas, mais on avait un système pour lui parce que Kevin Tanian, il était C'était un grande meneur taille. de grande taille. Exactement. Et donc, du coup, moi, j'annonce ce système. Mais sauf qu'il y a une continuité. Ça veut dire que moi, je fais le déplacement pour arriver au poste, mais je sais que ça va s'enchaîner et on va pas jouer sur ça. Et le meneur, il y avait un meneur qui était. Enfin, j'étais défendu par le meneur d'en face. Et il me dit, pareil, il me dit, oh hell no! Il me dit ça, genre comme si j'allais le poster, tu vois. Donc, ça, c'était un peu drôle. Mais ouais, c'est souvent des Américains en plus. Willis, c'est quoi tes passions en dehors du basket? Moi, je touche un peu à tout, hein, en vrai. J'aime bien rester avec mes potes. Ça, je kiffe de fou. Rester avec mes potes. Je suis un peu casanier. J'aime bien regarder la télé. Après, bon, je pense en tant que basketteur en général, tu as beaucoup de temps libre. Donc, ça veut dire que je touche à tout. Donc, en ce moment, je me coupe les cheveux tout seul. Je coupe les cheveux tout seul. J'ai acheté des tondeuses. Je coupe un peu mes gars, tout ça. Et un jour, j'ai craqué. Anecdote aussi de fou. C'est que moi, j'aime bien dessiner. Et ma mère, elle kiffe dessiner. Ma mère, elle kiffe dessiner. Quand on était petit, on aimait bien dessiner, etc. Donc, je prends une feuille de papier, je prends un modèle, je dessine, etc. Et, euh, et j'aime trop les tatouages. J'aime trop les tatouages. Je regarde un peu des vidéos, comment on fait pour tatouer, etc. Et je vois qu'on peut tatouer tout seul, s'entraîner, etc. Et j'ai tout acheté. J'ai acheté une machine à tatouage, j'ai acheté un iPad Pro, j'ai tout acheté, tous les Sur un coup de ustensiles, tête comme ça. coup de tête. Et je me suis mis à tatouer, etc. Donc ouais, je suis un peu... j'aime bien toucher à tout. Donc trouver un peu quelque chose autre que du basket. Et je pense que c'est important parce que ça te fait un peu oublier le basket. Donc sinon, tout tourne autour de ça. Donc voilà, hein, je suis un mec qui aime bien toucher à tout. D'accord. Ben écoute, j'y penserai si jamais j'ai besoin De tatouer. de me tatouer. Hein. Je penserai à toi Ah ouais, en tout attention. premier. Attention, ça va gonfler. Tu vas te retrouver avec 3 bras. Non, non, je rigole. Après, ce sera ta faute. Ouais, c'est sûr. Et on est dans une génération, on va dire, smartphone, Ouais. réseaux sociaux. Je suppose que tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone quand même, Ouais, beaucoup trop. à scroller sur les réseaux. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi ta meilleure ref? Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a une récemment, c'était un noir qui... Bon, faut pas m'allumer hein, sur les... C'était un noir qui aime pas le poulet, c'est un métis. Celle-là, elle est incroyable. Et il y en a une autre, c'est un mec qui raconte il raconte une histoire à son pote. Il dit, ouais, tu fais quoi s'il y a les keufs, tout ça? Et le mec, il lui dit, t'as dit quoi? Il dit, tu fais quoi s'il y a les keufs? Il dit, tempête! Il dit, tempête, il part, tout ça. Donc non, il y en a plein. En plus, justement, dans une période où... Dans une génération où il y a beaucoup les refs. Et donc voilà, mes meilleurs refs, il n'y en a pas une qui se démarque, tu vois, mais il y en a des... Par rapport à des moments, il y en a, ils sont pas mal. D'accord. Et t'es plutôt film ou série? Aïe, 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 ça c'est dur. Hein. Je vais dire film, parce que c'est dur de s'accrocher à une série, même s'il y a des séries que j'ai saignées. Hein. Mais je vais dire film, parce qu'il y en a beaucoup plus. D'accord. Est-ce qu'il y en a un que t'aimes en particulier? Un film? Ouais.
Bon, faut pas mettre ça à la caméra, mais non, il y en a. Moi, j'aime beaucoup les dessins animés. D'accord. J'aime beaucoup les dessins animés, mais les films, en vrai, il y a un film, comment il s'appelle? Avec Chris Rock. Non, pas Chris Rock, les catcheurs là, comment il s'appelle? The Rock. The Rock, Chris Rock, je suis un fou. The Rock. The Rock, et c'était. Ils sont dans un. Il est dans une prison, et en gros, il a une équipe de foot. Il crée une équipe de foot, mais c'est des joueurs de la prison. Et, et ils font, entre guillemets, une ligue, et je crois qu'ils gagnent après le championnat, etc. Et bon, il y a beaucoup d'histoires, mais j'ai pas le titre. Si vous avez un commentaire à mettre le titre. C'est pas Redemption, un truc comme ça? Audi? Redemption. C'est ça même. C'est ce c'est pas film-là. mal. Très bon film. Très très bon film. Très très bon film. C'est ce film-là, ouais. Mon meilleur film, c'est celui-là. D'accord. Après, les Et séries, il y en a des pas des mal. films drôles, t'aimes bien? Ouais, moi, j'aime trop rigoler, moi. J'aime trop rigoler. J'aime trop les films un Les peu. comédies françaises, t'aimes bien? Dîner de con. Dîner de Je peux regarder ça pendant une semaine. Dîner de con, je te jure, je rigole à chaque fois. Alors que le film, il dure 1 heure, je crois, hein. Mais non, j'aime pas mal ce film. D'accord. Bah écoute, Willis, on va revenir un petit peu sur ton parcours basket. Yes. Donc, est-ce que pendant ton parcours Mhm. de basketteur, tu as toujours été soutenu par ton entourage, donc tes proches? Ouais, toujours, hein. Toujours. Après, nous, vraiment, à Orly, on va dire, le basket, il était vraiment mis en avant. Bon, parce que justement, il y avait Lao Konaté, il y avait un autre joueur que j'ai pas cité qui s'appelle Ludovic Negrobar, aussi qui a fini en pro, qui est en Pro B actuellement, qui a fait des grosses perfs, etc. Donc ça veut dire que le basket, c'était un peu le sport qui fait qu'il y en a qui s'en sortent. Donc en vrai, ouais, j'ai toujours été soutenu par mes proches, j'ai toujours été soutenu par mes meilleurs potes. Ok. J'ai toujours mes meilleurs potes à l'heure actuelle qu'ils étaient à l'époque, tu vois. Donc non, par rapport à ça, vraiment, j'ai eu de la chance, on va dire. J'ai de la chance. Donc non, gros soutien par rapport à ça, ouais. Ok. Et dis-moi un petit peu, au vu de ton parcours Mm. personnel, quel genre d'homme tu essaies d'être aujourd'hui? Bah, la meilleure version, hein, la meilleure version. Après, je sais pas s'il y en a une meilleure, mais ouais, un homme avec des principes, avec des valeurs, et qui est droit dans ses baskets et qui est en paix surtout. Et je pense que c'est un peu le truc justement qu'il faut mettre en avant, en tout cas pour ma part, tu vois. Donc ouais, en paix, un homme en paix, donc c'est là où je veux aller, hein. D'accord. Et justement, par rapport à comment toi tu t'es construit, Mm. et, c'est quoi être un homme pour toi aujourd'hui? Oula, être un homme, pour moi, c'est d'avoir des principes et des valeurs, et de faire en sorte que dans son entourage, les gens soient bien. Les gens soient bien, qu'on peut compter sur lui, que c'est aussi une personne qui écoute les gens, qui peut aider les gens quand il peut les aider, et avec beaucoup d'humilité. D'accord. Et si tu devais donner un conseil au jeune Willis Castard, Aïe, aïe, aïe. qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais que ça n'arrive pas qu'aux autres, que c'est des choses qui peuvent t'arriver aussi, et aussi vivre les moments présents. Parce que moi, je suis toujours en train de calculer, oui, mais si je fais ça, est-ce que je pourrais faire ça demain? Oui, mais si je fais ça. Donc, vraiment, vivre l'instant présent et s'en foutre du regard des autres, tu vois. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui grandit dans les mêmes circonstances que toi, son père, aujourd'hui? Bah, que c'est pas de ta faute, donc en soi, tu peux rien y faire, et que tu peux contrôler que ce que tu peux contrôler. Tu peux changer que ce que tu peux contrôler surtout. Donc au final, c'est des situations qui sont dans ta vie à l'heure actuelle, mais c'est des situations qui ont été là bien avant toi, parce que du coup, ton père et ta mère, peut-être qu'il y a eu un litige et que tu n'étais pas là, et qu'au final, tu n'y peux rien. Donc en soi, essaye d'avancer avec les moyens que tu as, et puis voilà, par rapport à ça, personne qui va venir te chercher, parce qu'au final, c'est toi et toi-même. Donc voilà, c'est même les questions que tu as, les interrogations que tu peux avoir sur Pierre-Paul Jacques, c'est toi-même, tu vois. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, et puis sortir la tête de l'eau
si tu es en dessous, et puis voilà, grandir par rapport à ça. D'accord. Et est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Ouais, je suis heureux. Je suis heureux, même si ça m'arrive d'avoir des petits moments down, tu vois, mais ça fait Peut-être partie de la vie, je pense. peut-être comme tout le monde, non? Ouais, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. En plus, il y avait une petite phrase aussi pareil pour citer les réseaux sociaux par rapport à ça. C'est que il y avait un monsieur qui disait que la vie, c'est comme une rose. En gros, merci pour la rose, merci pour les épines, etc. Donc, les épines, ça fait partie de la vie. Ok. Et pour terminer, Willis, si tu devais résumer ta vie en une seule citation pour les autres, ce serait laquelle? Ah, c'est dur ça, hein. Je crois qu'on va rester 20 minutes, hein. Prends le temps de réfléchir, t'inquiète. Une citation? Une citation. Sur ta vie. Si t'en as pas, c'est pas grave. En fait, j'aimerais bien répondre à la question, mais ça demande beaucoup de réflexion. Prends le temps de réflexion qu'il te faut. Ouais, je pense pas que c'est une citation, mais c'est plus dans le sens où chaque personne est différente et puis il y en a pas deux comme toi, tu vois. Il y en a pas deux comme toi, comme il y en a pas deux comme. Et je pense que c'est aussi dans le sens où faut accepter que la vie des gens et les avis sont différents parce qu'on est quand même, je crois, 7 milliards sur cette planète et que tu peux pas accepter que tout le monde pense comme toi, voit les choses comme toi. Et puis, euh, et puis voilà, faut accepter les différences des gens. Et c'est ça qui fait que la vie, elle est comme ça, elle est belle. Ouais. Donc voilà, je pense que je peux avoir une meilleure réponse, mais je vais la garder celle-là. Tu me donneras en off. Ah, c'est bon. Mais écoute, merci beaucoup, Willis, Bah, pour merci ce moment à de toi, partage. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à la lumière que tu essayes de mettre sur nous, sur les personnes que tu invites. Et puis merci pour l'invitation. Écoute, merci à toi. C'était un moment vraiment très enrichissant pour moi, pour tout le monde, je pense. Yes, thank you. C'était BLM Studio. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et de nous suivre dans cette aventure. J'espère vraiment que le parcours de vie, la résilience et la force de caractère de Willis pourra en inspirer plus d'un. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires et de nouveaux invités pour battre le moteur. Restez branchés.